Voici l'invertase du Thermotoga maritima dans son habitat naturel. Ce spécimen, libre dans le cytoplasme bactérien, diffuse en recherche de son substrat, le saccharose. Voyons d'abord la structure particulière de cet enzyme. L'invertase du Thermotoga maritima est un homohexamère étant donc composé de 6 sous-unités identiques. Voyons l'une d'elles de plus près. La structure secondaire de cette invertase est dépourvue d'alpha-hélice mais contient beaucoup de feuilles plissées bêta. Voyons la réaction que cette enzyme catalyse. Toutes les invertases ont comme but de cliver le saccharose en monomères de glucose et de fructose. Ils peuvent ensuite entrer en glycolyse et intégrer le cycle de Krebs pour générer de l'ATP. Cette fonction est essentielle à la digestion des sucres simples ingérés par un organisme. Chez l'homme, par exemple, il est le plus actif dans l'intestin grêle. L'invertase est trouvée dans plusieurs organismes et adopte ainsi plusieurs formes qui peuvent différer énormément. Jusqu'ici, nous n'avons vu que l'invertase du Thermotoga maritima. Cette bactérie est la plus résistante aux températures extrêmes que connaît la science, vivant dans des températures allant jusqu'à 90 degrés Celsius. Voici maintenant l'invertase de l'Arabidopsis thaliana, une plante commune en Europe. Celle de Schwanniomyces occidentalis, un type de levure. Et finalement celle de Schwanniomyces cerevisiae, le type de levure utilisé pour produire de la bière. Les structures très variées de ces invertases expliquent leurs différentes conditions optimales d'activité, que nous verrons sous peu. Mais malgré leur apparence si peu semblable, ils ont tous le même rôle dans leurs organismes respectifs. Ce rôle est assuré par le site catalytique qu'ils ont tous en commun. En effet, les acides aminés des différentes invertases varient énormément, mais ceux du site catalytique restent inchangés au cours de différenciation des espèces. Après avoir appréhendé les généralités à propos de l'invertase, nous allons nous intéresser plus précisément au mode de fonctionnement de cette enzyme. En effet, nous savons maintenant que sa fonction est de cliver le saccharose en glucose ainsi qu'en fructose. Mais comment se déroule la réaction qui permet ce clivage? Quelles sont les interactions au niveau du site catalytique qui permettent la libération de ces sucres nécessaires à notre survie? Lorsque le saccharose arrivera au niveau de notre site catalytique, les différents acides aminés de ce dernier vont établir des interactions avec le sucre. Certains vont donc se lier avec le résidu glucosyle, tandis que d'autres interagiront avec le résidu fructosyle. Ceci permettra de placer correctement le substrat, afin que le complexe invertase-saccharose soit stabilisé. Autrement, l'enzyme ne se trouvera pas dans un environnement favorable à son fonctionnement, et la catalyse enzymatique aura difficilement lieu. La réaction commencera par une attaque nucléophile du carbone déprotoné de l'aspartate 17, ce qui induira la rupture de la liaison oxydique. Il y aura donc libération d'une molécule de glucose, tandis que le résidu fructosyle restera lié à l'enzyme via l'aspartate. Il faudra l'intervention d'une molécule d'eau, afin que le glutamate 190 agisse comme une base en captant un proton, et que l'hydroxyle restant se fixe au fructosyle. La liaison fructosyle-aspartate sera donc brisée, et une molécule de fructose sera à son tour libérée. L'invertase a ainsi joué son rôle et est prête pour une nouvelle réaction. Cependant, les enzymes sont des catalyseurs capricieux, et seront donc préférentiellement actives dans certaines conditions. Tout d'abord, elles possèdent chacune un pH auquel leur action catalytique est maximale. Il s'agit du pH optimum. En effet, nous avons vu précédemment que le site actif de notre invertase comprenait des acides aminés dont la chaîne latérale était chargée. Ainsi, selon le pH, la charge de ces acides aminés nécessaires à la catalyse sera différente, ce qui induira que l'enzyme sera active ou bien inactive. Dans le cas de notre petite Thermotoga maritima, le pH optimum est de 5,5. Il est à noter que celui-ci diffère pour chaque invertase. Un autre paramètre important aux yeux de nos chères enzymes est la température. On parle ici de température optimale. Généralement, les températures polaires vont inactiver les catalyseurs, tandis qu'une température trop élevée aura tendance à les dénaturer. Cependant, Thermotoga maritima n'est pas un prokaryote comme les autres. À cause de son environnement, il a dû adapter chaque composant de son métabolisme. Son invertase va donc pouvoir donner son maximum aux alentours de 90 degrés Celsius. Il existe également des effecteurs qui vont se fixer à notre enzyme et qui vont aider, ou bien au contraire défavoriser son action. Dans notre cas,
Les ions métalliques tels que Cu2+, Zn2+, ou encore FeCl2 vont l'inhiber, à des concentrations très faibles d'environ 1 millimolaire. Mais il n'a pas été découvert à ce jour des facteurs positifs. Cependant, qui sait ce que Thermotoga maritima a encore à nous révéler? Intéressons-nous à présent à une déficience enzymatique, la déficience en saccharase isomaltase. Il s'agit de l'anomalie du métabolisme des hydrates de carbone la plus fréquente. Elle se transmet, comme la plupart des erreurs innées du métabolisme, sur le mode autosomique récessif. Cette déficience se traduit par un déficit complet en saccharase et en l'absence ou la diminution en isomaltase. Cela conduit donc à l'absence d'hydrolyse du saccharose et des oligosaccharides issus de l'amidon. Il y a alors une accumulation de ces sucres dans la lumière intestinale avec de multiples conséquences que nous verrons par la suite. Le complexe saccharase isomaltase est exprimé sur la bordure en brosse de l'intestin grêle. C'est un hétérodimère formé de deux sous-unités similaires mais non identiques, qui sont, comme nous l'avons dit précédemment, la saccharase et l'isomaltase. Elle est synthétisée sous forme de précurseur qui sera alors clivé par des protéases telles que la trypsine chez l'homme. L'isomaltase interagit avec la membrane cytoplasmique de l'entérocyte en étant ancrée dans la membrane par un segment hydrophobe d'environ 20 acides aminés localisé près de l'extrémité N-terminale de la chaîne polypeptidique. La saccharase, elle, est plus périphérique et n'a pas d'interaction avec la membrane de l'entérocyte. Par contre, elle est associée à l'isomaltase par des liaisons ioniques fortes, non covalentes au niveau du domaine globulaire. Elle porte donc deux activités, la saccharase et l'isomaltase. Dans cette pathologie, la synthèse du précurseur fait défaut et conduit à l'inactivation de l'enzyme. Il y aura alors accumulation de saccharose et des produits de la dégradation de l'amidon dans la lumière intestinale, entraînant l'augmentation de la pression osmotique intraluminale. Ces sucres non absorbés sont fermentés par la flore colique dans le côlon et dégradés en acide volatile. Il en découle une diarrhée osmotique d'abondance proportionnelle à la quantité de sucre ingéré. Les gaz produits par la fermentation contribuent aux flatulences et aux vomissements, ainsi qu'à des douleurs abdominales et au ballonnement. Les symptômes les plus graves peuvent conduire à un retard staturo-pondéral. Concernant le traitement, la suppression du saccharose, dès lors que le diagnostic est posé, entraîne l'arrêt des troubles digestifs. Une substitution enzymatique peut être envisagée. Dans le déficit congénital en saccharase isomaltase, l'enzyme n'est pas synthétisée. L'apport d'une enzyme avec une activité saccharazidique est donc une possibilité thérapeutique. En conclusion, l'invertase est une enzyme indispensable aux eucaryotes comme aux prokaryotes. Nous espérons que votre voyage au sein du monde des cellules vous laissera mieux informé quant à ses fonctions, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.